Bonjour et bienvenue à la médiathèque Les Sources à Quévin. Nous accueillons aujourd'hui Michel Lecause pour la conférence L'arrivée des Saints Bretons en Armorique qui aurait dû se dérouler en mars 2021. Je vais passer la parole à Pierre Le Gall de l'association Speret Kewen. Digemerma Danoldut, bienvenue à toutes et à tous. L'association Speret Kewen, en collaboration avec la médiathèque de Quévin et l'association Mgleo Bro en Orient, va vous présenter la conférence L'arrivée des Saints Bretons en Armorique. Initialement prévue en mars 2020, cette conférence a dû être reportée en mars 2021 pour les raisons que vous connaissez. Hélas, en 2021, la situation sanitaire ne s'est point suffisamment améliorée et nous ne pourrons pas voir encore cette année la conférence en présentiel. Merci à Christelle Lerosic, directrice de la médiathèque de Quévin, et à son équipe, en particulier Laurent, qui ont mis leurs locaux à notre disposition et qui présenteront notre travail sur leur site. Merci aussi à Mgleo Bro en Orient, qui nous soutient dans notre travail et qui présentera notre conférence sur le site d'Mgleo également. Merci à Gérard Le Breton et à son assistant Michel, qui ont accepté de filmer notre conférence. Et bien sûr, merci à notre maître conférencier Michel Lecause, qui va nous expliquer nos origines, à nous Bretons qui venons d'outre-Manche. Cette conférence, vous pourrez la voir sur le site d'Mgleo, sur le site de la médiathèque et sur YouTube. Elle se présentera en 3 parties distinctes. Merci aussi au public restreint venu encourager Michel et boire ses délicieuses paroles. Bonjour à toutes et à tous. Evel Dallar Dumont, salut tout dans dut, aregoz agaré munut. Comme Pierre Le Gall vous l'a dit dans la présentation, nous allons traiter ensemble d'une période particulière de notre histoire, celle qui se situe à l'époque de la grande migration de notre peuple, contraint de quitter son pays d'origine, la Bretagne insulaire, pour un pays d'adoption, l'Armorique, à laquelle nos ancêtres vont donner le nom de leur ancienne patrie. On peut donc dire que contrairement à l'adage, ils ont bien emporté leur patrie à la semelle de leurs souliers. Et comme dirait une personne que vous connaissez, et en même temps, il s'est passé un phénomène brutal et rapide, c'est le basculement de la religion druidique vers un christianisme aux formes particulières, guidé en cela par des moines zélés, issus le plus souvent de la caste sacerdotale ou de la classe aristocratique guerrière. C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Donc le sous-titre de cette présentation, c'est « Arvener keltet guirtadu arvro ». Point d'interrogation. Les moines celtes, les vrais pères du pays. Parce qu'on va voir combien ils ont structuré notre territoire. Donc l'image d'introduction, de présentation, c'est le portrait d'un moine celte, tel qu'il a été décrit par les personnes qui accompagnaient l'empereur Louis le Débonnaire ou Louis le Pieux. Et donc ils étaient vêtus d'une tunique, recouverte d'une peau de chèvre, les poils tournés vers l'extérieur, et avait une tonsure dite celtique, c'est-à-dire que le crâne était rasé d'une oreille à l'autre, et les cheveux étaient laissés longs sur l'arrière, sur les épaules. Donc j'ai structuré cette présentation en 10 chapitres. Je pense que c'est une partie de notre histoire, mais notre histoire n'étant pas enseignée, il faut qu'on se prenne par la main, puisqu'il ne faut pas compter sur l'État jacobin pour nous différencier, alors que la France a été peuplée de Burgondes, de Visigoths, mais aussi et de Francs, mais aussi de Bretons. Donc, comme le disait il y a quelques années déjà, Morvan-le-Besque, la Bretagne n'a pas de papier. Elle n'existe que si à chaque génération, des gens se reconnaissent comme bretons. Et il disait, des enfants naissent en Bretagne aujourd'hui. Seront-ils bretons? Nul ne le sait. À chacun, l'âge venu, la découverte ou l'ignorance. Eh bien, c'est un peu une séquence découverte que je vous propose. Donc en 10 chapitres. Premier chapitre, l'émigration bretonne. Donc cette émigration va partir de Grande-Bretagne et d'Irlande,
et touchait majoritairement les côtes de la Manche, un peu moins les côtes sud de la Bretagne. Et puis ceux qui loupaient le promontoire de la Letavia, de l'Armorique, eh bien se retrouvaient en Galice. Et donc les axes de pénétration, ben, ça a été les fleuves, on a remonté les fleuves, remonté le Blavet jusqu'à la région de l'Orient, et également donc toute la côte de la Manche, puisque les reliques de Saint-Guénolé vont partir en Flandre, d'abord tout au fait dans une région qui se trouve aujourd'hui dans le département du Nord ou du Pas-de-Calais. Et également un axe de pénétration qui est connu, tout ça par les écrits francs, c'est la vallée de la Loire. Donc dans la Loire, vous avez quelques noms bretons qui subsistent de cette période-là. Vous avez Trégazé à côté d'Angers. Vous avez dans les faubourgs d'Angers un quartier du Frémur, donc Froute-Meur, le Grand Torrent. Et sur le cours de la Loire, vous avez un petit village de pêcheurs et de mariniers qui s'appelle Bray-et-Mont, qui est d'origine bretonne, ainsi que la ville de Blois également, dont on retrouve le nom du loup dans le nom des habitants, les Blaisois, on a bien le mot Blaise. Cette émigration s'est faite avec des moyens de transport. On parle dans les textes bretons de navires en cuir avec une ossature bois, mais il y avait des navires de plus fort tonnage en bois, et souvent la vie des saints nous disent que ces navires fort tonnage restaient au mouillage, alors que les navires en cuir étaient tirés sur le rivage. C'est à partir de ces descriptions et figures de la vie des saints, et puis d'une légende, d'un récit semi-légendaire, celui du voyage de Saint-Brendan, qu'en 1978, on a mandaté un aventurier britannique, l'espèce de docteur Étienne de chez eux, qui s'appelait Tim Severin, et avec un budget abondé par Guinness, par l'État irlandais, on a construit un navire, le Saint-Brendan, et ce navire a rejoint l'Irlande à l'Amérique du Nord, en passant par les Féroé, l'Islande, le Groenland et Terre-Neuve. Dans le récit, en effet, on cite des volcans, on cite des régions verdoyantes, et donc c'est tout à fait probable, mais certains pensent que le voyage aurait pu se faire également par un autre itinéraire dont on parlera tout à l'heure. Les bases de départ, souvent lorsque vous allez visiter des sites liés aux moines bretons, on vous dit qu'il était d'origine galloise, il était d'origine cornouaillaise. C'est vrai, mais c'est également faux parce qu'à cette époque-là, ces pays-là n'existaient pas. Il n'y avait que les royaumes de Grande-Bretagne que vous verrez sur la carte qui vous sera présentée. Et Saint Patrick, par exemple, qui était breton et non irlandais, mais évangélisait l'Irlande, est parti du royaume de Régent. Et puis le pays de Galles ne formait pas une entité, mais était composé de 4-5 principautés au royaume, dont on peut citer certains, le Dyfed, le Carrier-Digion, le Gwen. Et donc, plutôt que de dire il était gallois, il faudrait dire il était du royaume de Gwent ou de la principauté du Carrier-Digion. Idem, on oublie aussi que certains moines sont venus d'une autre région plus nordique, peuplée par des Bretons aussi, qui se trouve aujourd'hui en Écosse, de Strathclyde. Contrairement à une idée reçue, le mur d'Adrien ne séparait pas les Bretons des Pictes. Les Bretons étaient de part et d'autre du mur d'Adrien, les Pictes étaient un peu plus au nord. Sur cette carte figure également un pointillé hypothétique, c'est celui de la bataille du Mont-Badon, en gallois Ménès-Bazon. Donc on retrouve le mot français Montbazon d'ailleurs, c'est assez particulier, qui d'après Bernard Tanguy, un spécialiste du Haut Moyen-Âge, dit qu'elle aurait eu lieu entre 498 et 504, donc retenons en gros en moyenne 500, et qu'elle aurait donné un coup d'arrêt à l'expansion saxonne à partir du Sussex. Donc le Sussex c'est à peu près à l'île de Wight. Alors c'est très controversé l'origine de cette bataille, certains la situent plus près du Pays de Galles, d'autres, comme je l'ai dit, dans le Sussex. Et là aussi, certains dithyrambiques disent qu'elle aurait donné 50 ans de répit à l'invasion, d'autres disent que 20 ans serait le mot le plus juste. Toujours est-il qu'il y a eu un arrêt de cette invasion saxonne et donc une modulation de l'immigration. L'immigration s'est accentuée au fur et à mesure où les Saxons avançaient. Une autre carte plus simplifiée, donc là on ne représente plus les royaumes, mais qui vous donne les grands axes d'émigration. Et donc il serait judicieux de dire que nous sommes tous des envahisseurs, puisque
l'Europe a été soumise à des mouvements de population intenses comme difficile à l'imaginer. Et donc on connaît les Francs, mais il y a eu les Visigoths qui nous ont envahis, les Vandales qui ont fait un petit tour. Et on ne représente pas dans l'histoire de France que les Bretons ont été des envahisseurs comme les autres. Et ils ont créé des royaumes, parfois des royaumes doubles, comme celui de la Domnonée. Et on situe à cette époque-là un royaume dans le Léon, un royaume de Domnonée qui allait quasiment de la rivière de Morlaix jusqu'au Mont-Saint-Michel, un royaume de Cornouailles qui se serait scindé en deux, et la partie sud aurait donné le Bro-Érec, qui était, alors Érec ou Varroc, on verra comment reconstituer ce nom. Les plus vieux vitraux de Bretagne, à quelques nuances près, se situent à Dole, et ils datent du XIIIe siècle. Et dans un des lancettes, on représente Saint Samson traversant la Manche sur un bateau. Alors il ne représente pas un navire en cuir, il représente, puisqu'il est XIIIe siècle, c'est une nef, et il est en habit d'évêque à la barre de ce navire, et on voit que le mât est cassé. Alors ça arrive aussi au Vendée Globe, mais là, dans le vitrail de Dole, c'est un diablotin qui, bien sûr, casse le mât pour empêcher l'évangélisation de la Bretagne. Et donc, très tôt, Dole a eu une espèce de prééminence sur les autres évêchés bretons. Deuxième chapitre, un petit rappel historico-religieux. Ce que l'on sait, les Celtes n'écrivant pas, ce que l'on sait d'eux, on le sait par leurs adversaires. Donc c'est une vision en négatif, puisqu'en général ils ne sont pas très favorables à nous. Donc on a des écrits grecs, des écrits romains, et plus à les périodes qui nous intéressent, ce sont des écrits gallo-romains ou francs. Donc il n'y a pas une chaude sympathie à notre égard. Néanmoins, d'après ces écrits, on sait que les Celtes ont une âme et croient à son immortalité, que les Celtes croient que la mort n'est qu'un passage vers un monde invisible, mais qui ne se situe pas au ciel. Il se situe, ce monde invisible, il est autour de nous. Et parfois, comme le jour de la Saint-Main, le 1er novembre, il y a des portes du temps, et les deux mondes, le monde des vivants et le monde des morts, peuvent cohabiter. Les Celtes croient aussi à la réincarnation. Cette réincarnation, on la voit figurer sur le chaudron de Gunnestrup, qui a été exposé il y a quelques années à l'abbaye d'Aoulas. Donc tous ces points font des points communs avec la Keluma, la bonne nouvelle du fils du charpentier de Nazareth. Et à noter aussi que contrairement au monde méditerranéen, qui situe les vertus de l'homme dans le cœur, eh bien, dans le monde celte, toutes les vertus se trouvent dans la tête. Donc c'était un petit peu d'avance sur les Grecs et puis les pays de la Méditerranée, de savoir que c'était la tête qui dominait l'ensemble du corps. Vous avez ici une représentation d'une sculpture trouvée lors de fouilles d'un site gaulois, où vous avez non pas une double tête comme avec le dieu Janus, mais une triple tête. Alors ce monde ancien, eh bien, on va l'illustrer par le premier chant du Bazas Braise à Rends-nous, les séries. Chanté par Denis Prigent, ça a été un de ses grands succès au Transmusical de Rennes. Et je vous demande d'être attentif à ce qu'il y a beaucoup dans les guerres bretonnes, c'est-à-dire des allitérations. Et là, vous verrez, revient de manière lancinante Anku, ta dans Nanken, Netraken, Netraken. Ma buen druisore, ai peta perdite, peta candid medite, candine zaran. Ebronar defken, onkuta da nanken, netraken, netraken. Problème de genre, donc Anku est masculin. Donc nous on va le traduire par la mort, mère de l'angoisse, rien avant, rien de plus. Donc on ne peut pas dire que ce soit un message d'espoir, mais néanmoins vous l'écouterez avec intérêt. C'est le plus vieux chant recueilli par la ville marquée, ce dialogue, un chant à compter décompté, entre un druide et un enfant. Donc vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, mais qu'a-t-il fallu
pour que s'opère le basculement d'une religion druidique vers le christianisme naissant? Nul ne le sait exactement, sinon que le mouvement de bascule, comme je l'ai dit dans l'intro, fut très rapide. Alors essayons de le comprendre. Donc ce sont des pistes que je lance, je n'assène pas de vérité. Alors un premier élément que j'estime significatif, c'est une momie. Alors c'est une fausse appellation, c'est un corps desséché trouvé dans une tourbière d'Irlande. Alors on n'a que la partie supérieure du corps. C'est l'homme de Olcrogan. Donc si vous tapez sur un moteur de recherche Olcrogan, vous saurez tout sur cette histoire de cette momie. Alors, comme Utsi trouvé dans un glacier, on a étudié ce corps sous toutes les formes, et on s'est rendu compte que cet homme d'abord était de grande taille, faisait plus d'1,90 m, et surtout ce qui a intéressé les médecins légistes, ce sont ses mains. Ses mains n'avaient jamais fait de travaux agricoles pénibles. Il n'avait jamais été griffé par des ronces, ni eu de cale due à l'utilisation d'usage. On en a donc déduit que cet homme était d'une classe aristocratique, et peut-être même un roi, parce que la tourbière se trouvait au pied d'une montagne, enfin d'une colline, sur laquelle on couronnait les rois dans cette région. Et on s'est rendu compte aussi, notamment au niveau de ses biceps et de ses omoplates, que cet homme avait été torturé. Alors, il faut se rappeler une maxime du monde celtique, c'est « celui qui commande est un pont ». Et dans votre vie professionnelle, vous avez pu le remarquer, quel que soit le rang hiérarchique que vous avez occupé. Si vous avez été contremaître, eh bien, vous étiez un pont entre votre ingénieur et les gens que vous étiez chargé d'encadrer. Si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes un pont entre le personnel de votre entreprise et vos clients ou vos actionnaires. Donc il y a toujours ce problème de pont, quel que soit le rang hiérarchique que vous occupez. Et si vous êtes au sommet d'une hiérarchie, sommet d'un pays, eh bien, vous faites pont entre les forces telluriques, les dieux, le dieu ou les dieux, et votre peuple. Et si cela ne colle pas bien, eh bien, il faudra peut-être sacrifier le roi pour contenter les dieux. Une autre particularité aussi, on verra qu'on rebouclera avec le christianisme, c'est les malédictions de ceux qui transgressent un geis. Un geis, c'est un engagement moral qui est pris très tôt. Alors on en reparlera au chapitre suivant. Alors sacrifice toujours et encore, dans la Bible vous avez le sacrifice d'Abraham, mais vous avez également surtout le sacrifice de Jésus. Et ce sacrifice de Jésus, il nous rachète, dit l'Évangile, d'une transgression qui a eu lieu, mais très longtemps avant, la transgression d'un geis. Cette transgression, elle est similaire à la malédiction qui a atteint Adam et Ève après la transgression d'une interdiction qui avait été faite de consommer le fruit de l'arbre de la connaissance. Et cette transgression, selon l'Évangile, est rachetée par le sacrifice de Jésus. Donc il est torturé et mis à mort. Donc vous voyez le rapport entre le roi d'Irlande qui a été torturé et mis à mort pour racheter son peuple au nom des dieux. Donc ça donne une passerelle entre l'ancienne religion celtique et la nouvelle religion qui est présentée, et elle l'éclaire, elle donne une justification à une pratique qui se faisait. Simple succession. Des éléments également qui nous rattachent entre les deux religions, c'est le repas rituel. Alors en Gaule, on a fait pas mal de fouilles, et on a trouvé des sites où les chefs gaulois recevaient leur clientèle, tous les gens qui y étaient liés, pour faire des agapes monumentales qui duraient plusieurs jours. Il y avait des sacrifices d'animaux, peut-être des sacrifices humains, et on achetait dans le bassin méditerranéen d'énormes quantités de vin qui étaient partagées entre tous les convives. Odon Vallet parle de l'évangile comme de la religion où l'on mange. Et c'est vrai que l'évangile commence par les noces de Cana et se termine par la scène du jeudi saint. Toujours des repas rituels de groupe. Et donc on retrouve cela dans le monde celtique avec un peu les chevaliers de la table ronde également. Alors,
il y a d'autres particularités, mais je vais laisser la parole à Job en Irienne pour développer ce qu'il juge comme des éléments celtiques adoptés par la nouvelle religion. Et il commence son exposé, vous le verrez, alors il est en breton sous-titré, en disant « Doué au tost, Dieu est proche, ni gavon doué, nous trouvons Dieu, et nos bredeurs agan nature ». Alors il insiste plusieurs fois sur le mot nature, il dit ensuite « Ar nature zo alleor kenta, a bib zo deet dahoudé ». La Bible vient en second. Si j'étais taquin, je pourrais dire à cet ecclésiastique, Yannick Jadot sort de ce corps. Alors vous l'écouterez avec attention et intérêt, c'est un beau breton du Baléon. O andraze zo diez da zisplega e nerger dan e beta. Med bezon eus traoù hag a zo don a walach, an e vezon ket gwelet mosse va reun. Andragenta marteze hag a deux deom a bel, a moarvad tamm pedam eus ar geltet, eo evidom doue a zo tost. Hag e kavom doue en ur bredeur hag en natur. A leor kenta evit an out doue evidom eo an natur. Ne ket ar Bibl a deud da houde. Andraze vich egelet lavaret a gwelet dre ar gwelioù da skouer. Gouzo darez ez eus evez great da gaver ar pardonioù ar brosesion tro dro dan ilist hag a za beteg ar fenten hag et erendro. Az ez eus traoù ez an natur a kalz gwelioù avez great evel se en natur pe tro dro dan natur. An natur eo leor ar geltet ben ar fin. Leor kenta, ya. Leor kenta, dam jonch. Bon, bezez eus traoual hag a zo en tammig disin veliek. Gouzo darez ez eus meur a droveni e breiz a lod an ezo an avezet mat dreistol ini lokorn. Hag a gas d'un amzer goz, evel just. Bon, bezon eus ie ar fentenioù. Hag andraze a deux ie eus amzer ar geltet bet kristeneet va reun e biezam an ebet. Hag ar pez a lavar fenc'hoaz eo menoz an dreindet. Hag a zo don e kalon an dud a baoe ar pen kenta eus ar kristeniez en ur bro. Hag a zez eus a liam ie surmad gant bet ar geltet. Met an dreindet a zo kristen, met an dour hag an natur hag ar gwez ive. A zo kristen beze helfen lavaret, an dour, an natur, a gomz deom eus doue drevraz, eus kaerder doue, galout doue, hag eus or plas deom ni ive gistud betma. Bezom liamet gant an natur, hag andraze zo kalzre an konachet en deiz a irio. Met pagan in bet ive. Ya, me beze heller gwelet an traoù, giz pagan a gwelet an traoù, giz un ent varzu ar feiz. Da bepini da zibab, ervez a peze zeo. Hag ar peze neus resevet. Beze eus ouspen gwelioù. Hag a zo a bouez braz e breiz, da skouer ar gwel emañ mo pa ouez beva, gwel an olzen. Gwel an anaon. Gwel an olzen eo da genta kalagoan eo. Ya, hag a oa devez kenta ar bloaz evit ar geltet, hag ive a oa pen kenta a loden dinval eus ar bloaz. Hag ar gwel se a hel an lavaret a zo bedroet gant an iliz keltiek d'an iliz a bez. Dam jonj evidemment eo skler a walach. Ya. An eke souezus ne helfem ket ni dispartia giz mara an iliz ur gwell an anaon diouz gwell an olzent. Peguir an mol galvet da vez a sent te ies surmat. Alors le jeu de similitude se poursuit dans les légendes qui se rattachent au Saint Graal, puisque le Saint Graal retrouve les mêmes particularités, les mêmes qualités qu'avait le chaudron magique. Le chaudron magique était source de vie éternelle. Donc vous voyez la nuance, et je vous mets, vous verrez sur votre écran, donc une reproduction du chaudron et d'une particularité où l'on voit
un prêtre tremper quelqu'un dans un chaudron pour peut-être le ressusciter. Une autre particularité que je me dois de vous signaler, si vous assistez un jour à une messe en breton, vous pourrez remarquer une petite nuance. Lors de la communion, d'une messe en français, maintenant qu'il n'y a plus de latin, on vous dit le corps du Christ. On disait avant Corpus Christi. Dans une messe en breton, on vous dit Achorf ar salver, le corps du Sauveur. Vous voyez, il y a une petite nuance parce que Christ, c'est celui qui a reçu l'onction. Christos, du grec, celui qui a reçu l'onction. Sauveur, c'est différent de celui qui a reçu l'onction. Il y a une nuance entre les deux. L'Eucharistie aussi, c'est le cas de ceux qui critiquent la religion chrétienne, ils en parlent comme une religion d'anthropophage. Mais il y a une valeur rituelle, puisque autrefois, lorsqu'on sacrifiait des personnes, on pouvait sacrifier ses ennemis, mais dans certaines religions, on sacrifiait des gens proches pour, lors d'un repas rituel, s'approprier les qualités du sacrifié, le courage, la force, les qualités morales, ou soit acquérir la protection du sacrifié. Et je sais qu'il y a à Madagascar des traditions qui existaient, peut-être qu'elles n'existent plus aujourd'hui, où 1 an après le décès d'une personne, on déterrait son cadavre, on en faisait un espèce d'osso-bucco, et le bouillon issu de cette seconde cuisson était partagé, mais pas avec n'importe qui, avec que les membres de la famille, de manière à ce que les vertus du décédé se répartissent dans sa tribu, et non pas à l'extérieur. Donc il y a un lien, il y a une nuance certainement entre l'Eucharistie et ses sacrifices rituels. 3e chapitre, les centres de formation, les grandes écoles monastiques celtiques. Il faut savoir que dans la religion catholique, les séminaires ne sont arrivés qu'après la contre-réforme. C'est-à-dire que les premiers séminaires en France sont arrivés au XVIIe siècle. Avant, il n'y avait pas de centre de formation. Donc vous voyez que pour une fois, nous, les attardés, les arriérés, on avait de l'avance. Donc ces centres de formation, je vais en citer quelques-uns, je ne peux pas les citer tous, je vais citer des points remarquables à des endroits où vous ne les auriez peut-être pas mis. Alors, il y en a un que j'ai particulièrement mis en avant, c'est les îles de l'Érins. Parce qu'on sait que 2 moines celtes, et pas n'importe lesquels, Saint Patrick et Saint Hildut, y ont fait un séjour. Donc dans cette île-là, il y a aujourd'hui une communauté monastique, ce sont des moines cisterciens trappistes, donc les mêmes qu'à Timadeuk. Ils font un excellent vin et un excellent rosé. Ils le vendent un peu cher, malheureusement. Donc vous aurez une petite vidéo pour vous montrer les lieux. Donc c'est quand même paradoxal que des moines celtes soient rendus là en centre de formation. Située au large de Cannes, l'île Saint-Honorat abrite l'un des plus vieux monastères d'Occident. Cette terre est habitée et sanctifiée par des hommes de Dieu depuis 16 siècles. Aujourd'hui, 22 moines cisterciens y demeurent seuls. Ils consacrent leur existence à la recherche du Christ. Mais comment ces hommes vivent-ils leur foi sur une île? Sont-ils totalement isolés? Développent-ils une relation particulière avec le Seigneur? Au cours des saisons, nous avons rencontré 5 frères de la communauté. L'autre particularité, c'est la venue d'un homme, avec un assistant, en Grande-Bretagne. C'est Saint Germain d'Auxerre, qui est mort en 448, accompagné de Saint Loup de Troyes, qui a fait 2 séjours en Bretagne insulaire. Donc il faut savoir que les Bretons, dans leur migration, ont amené avec eux, dans leur bagage, le culte de Saint Germain. Vous verrez sur la carte, là, le nombre de lieux excessivement importants où Saint Germain est honoré en Bretagne. Alors, tous les Bretonnants connaissent évidemment le livre de Ionargo et ce que dans Tourbras Saint Germain sur Plébin, et les Bigoudins connaissent bien sûr Plogastel Saint Germain.
le culte est abondant. Il existe une chapelle dédiée à Saint-Germain entre Hennebont et Languidic, qui est en cours de restauration d'ailleurs actuellement. Donc vous verrez sur la carte, vous avez des petits additifs qui vous disent si c'est une église, si c'est une fontaine ou une chapelle. Donc vous regarderez et vous verrez celle qui est la plus proche de chez vous. Un lieu de culte mais colossal, puisqu'on dit qu'il a accueilli jusqu'à 2000 moines. Alors on ne se rend pas compte de ça aujourd'hui où on a une vingtaine de moines dans les abbayes qui marchent le mieux, mais si vous vous transportez en Extrême-Orient, au Vietnam, au Cambodge, en Birmanie, vous avez des monastères avec 1 millier de moines bouddhiques dedans, sans problème. Donc ce n'est pas impossible que dans les monastères celtiques de cette haute époque, on ait eu 2000 moines. Donc celui qui est cité comme le monastère phare, c'est Bangor, dont vous avez un homonyme à Belle-Île. Sur cette carte d'Irlande, vous verrez apparaître aussi un autre lieu dont on parlera tout à l'heure, qui est le Loch Derg, sur lequel se trouve le purgatoire de Saint-Patrick. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc Bangor a été fondé par Saint Comgall, et ce Comgall-là a son double en Bretagne, à côté, entre Questembert et Malétroit, c'est Saint Congar. Et donc il a formé un moine remarquable pour l'Europe par ses voyages qu'il a fait à cette haute époque, c'est Saint Colomban. Et là aussi, on trouve la trace de ce moine. On sait qu'il a touché terre en Bretagne Nord et vraisemblablement à côté de Saint-Malo, au village de Saint-Coulon. Ensuite, il a traversé en diagonale l'Europe et ce saint-là est honoré un peu partout également. Vous avez la vieille église qui sert de parking à Quimperlé, est dédiée à Saint-Colomban. À Carnac, vous avez une très belle chapelle dédiée à Saint-Colomban. Et j'en oublie certainement dans le voisinement proche. Vous verrez sur votre écran une carte détaillée du Pays de Galles avec des couleurs un peu flashy, vous représentant les différents royaumes et principautés. Et il y a 2 particularités. Celui qu'on appelait le Cardigan a été traduit par les Anglais par cardigan, donc le nom du gilet que vous connaissez. Et aussi, 3 petits royaumes ont fusionné sous un nom commun qui est Deheubarth. Et ça, c'est une particularité géographique que l'on retrouve en Bretagne de manière confidentielle à l'île de Saint. À l'île de Saint, quand les pêcheurs allaient pêcher en Manche, ils disaient la mer de gauche. Et quand ils allaient pêcher dans le golfe de Gascogne, ils disaient la mer de droite. Pourquoi? Parce que chez les Celtes, l'axe du monde, c'est l'Est. Donc quand vous êtes tourné vers l'Est, le nord est à gauche et le sud est à droite. Et là, le Deheu, c'est la même chose que le Deheu breton, la droite. Donc le pays du sud, c'est la droite. Deux monastères sont indiqués. Ils ont été fondés par le même homme, toujours le fameux Hildut qui avait été dans les îles de Lérins. Il a d'abord fondé le monastère de Llandildut Fort, qui est donc Land, le monastère d'Hildut Fort, mutation galloise, qui est Meur. C'est vrai qu'en vieux breton, Meur se disait Maur. Et un autre monastère dans une île où on a une prononciation très proche de la prononciation vantesse, Inis Beur. Et donc Inis comme Gavrinis, alors que dans le breton du Nord, c'est devenu, et le breton standard, c'est devenu Ennes. Donc vous voyez que le Inis des Vantais est très proche du Inis des Gallois, et Inish également chez les Irlandais. On pense, et on a quelques preuves ténues, mais que le premier des monastères bretons, alors c'était vraiment un monastère primitif, a été fondé dans l'archipel de Bréa, sans doute dans l'île Saint-Maudé, et qu'il y a eu une espèce de séminaire qui a été fondé dans l'île Lavrec, de l'autre côté de l'île de Bréa, et ce monastère primitif a formé des moines qui ont eu un rôle majeur dans la propagation du christianisme, puisqu'ils ont été formés Saint Guénolé, Saint Jacques, Saint Udi et Saint Guézénec. Donc ça nous fait quand même des grandes pointures, puisque
on dit que le monastère de Guénolé à Landévennec a été fondé vers 457-460. Donc c'est quelque chose de très ancien. Donc on est à l'embouchure du Trieux, et donc avec la ville de Lézardrieux. Donc Lézardrieux, il n'y a rien à voir avec un lézard, c'est Lézardrieux, la cour du Trieux. Alors à noter que dans l'île de Bréhat, vous avez un tombeau supposé de Saint-Maudé. Alors Saint-Maudé, c'est sans doute le saint breton qui a le plus grand nombre de lieux de culte. Il a sa chapelle à Pleumeur, hein, pas très loin du Divite, et il a également ses reliques, après les invasions vikings, ont été transportées jusqu'en région parisienne, au lieu-dit Saint-Mandé. Donc quand il se passe un événement à Saint-Mandé, Jean-Henri Percachère, on ne rappelle pas que c'est aux reliques d'un saint breton que ce nom de lieu doit son origine. Chapitre suivant. 3 moins de 7 voyageurs, 3 itinéraires, donc Brendan, Colomban, Gilda. Donc je ne pouvais pas les traiter tous, alors j'ai choisi ces 3-là pour illustrer cette bougeotte continuelle des moines celtes. Donc le voyage de Brendan, j'en ai touché quelques mots au début. Là, vous verrez une petite vidéo sur la construction du navire et les problèmes de navigation qu'il a subis. Et puisqu'on parle de voyage, vous avez sur une carte de l'océan Atlantique les 2 possibilités de voyage, soit vers le nord, soit vers le sud, parce que ceux qui l'ont vu, les volcans se situent en Islande, mais ils se situent également aux Açores. Il décrit des arbres qui ressemblent à des cocotiers, donc il aurait peut-être atteint les Antilles. Les Antilles, on peut les atteindre avec la route de Christophe Colomb ou avec la route du Nord, celle compris les moines celtes, celle compris les Vikings aussi. Donc l'affaire n'est pas claire sur le sens du voyage, sinon qu'il a duré 7 ans et qu'à bord du bateau de Brendan, il avait un matelot qui a eu un brillant avenir puisque c'était le futur Saint-Malo. À Saint-Malo, les Normands l'appellent Saint-Maclou, qui est plus proche de la forme pleine du nom, puisque c'est Mac, mais pas dans le sens fils de irlandais, M-A-C-H, dans le sens de garant, ce qu'on verra avec les Mac tiernes, donc Maclou, le garant lumineux. Donc sur les traces de Saint-Brendan, en 1997-98, avec les plans de l'architecte naval François Vivier, tapez sur un moteur de recherche François Vivier, vous verrez la qualité de cet architecte naval, a recréé un bateau dont l'esprit du Brendan a baptisé le Saint-Efflam, et il a à peu près les mêmes proportions, mais il n'a pas choisi le même gréement. Là, il a un gréement de synago, c'est-à-dire une voile hautière, mais faiblement appiquée. Donc passé au cachou, hein, comme on le supposait. Et ce bateau-là a rejoint Oban en Écosse, à Landévennec, en faisant une halte à Plestin-les-Grèves, c'est-à-dire au pied du rocher de Saint-Efflam. Donc belle navigation. Alors je ne sais pas s'il y a encore, mais avant ce navire a été exposé au musée maritime de Douarnenez. Donc si vous n'avez jamais vu un bateau en cuir sur ossature bois, eh bien allez au musée de Douarnenez. Sur la carte qui apparaît sur l'écran maintenant, vous voyez donc l'itinéraire de Saint-Colomban. Certains en ont fait le père spirituel de l'Europe, puisque à l'époque carolingienne, il a parcouru l'Europe dans une grande diagonale, en allant jusque en Germanie, et pour finir sa vie en Italie. Donc, comme je l'ai dit, il a touché terre à Saint-Coulon, et donc il est honoré à Carnac et également à Quimperlé. Et donc, il est un exemple
de vie celtique, c'est-à-dire de pérégrinations pro Christo, en alternant des périodes de vie cénobitique et de vie érémitique, c'est-à-dire de vie en commun. Et puis Saint Gildas fera la même chose, en étant parfois dans son monastère et parfois dans des ermitages où il vivait seul ou avec un seul compagnon. Il préconisait un travail manuel important en même temps que l'ascèse et en alternant avec des prières, et une indépendance envers l'épiscopat, et donc ce qui énervait beaucoup l'église romaine, qui avait l'habitude d'une église structurée, avec des évêques qui coiffaient des pays et pas des gens qui coulaient comme de l'eau et qui allaient d'une région à l'autre. On verra dans quelques minutes une lettre de remontrance justement critiquant ces particularités celtiques, et on parlera également de la date de Pâques. Voilà un peu quelques points que l'on reprendra tout de suite de points de divergence. Un autre personnage, rares sont les moines qui ont écrit, et là on a quelques écrits ténus qui se trouvent au Vatican. C'est l'écrivain moraliste Gildas le Sage, Gueltas Arthur. Donc, il est représenté d'ailleurs à Carnouec avec un livre hypertrophié, un grand livre sur ses genoux. Pourquoi ? Parce que on a de lui sans doute un sermon qui s'appelle De Excidio et Conquestio Britannia, qui est un sermon de remontrance envers les nobles de l'île de Bretagne et quelques religieux. Alors il était contemporain, c'est intéressant, il était contemporain de Conomore, mais également du roi Varroc, et donc de Sainte Tryphine et Trémeur. Si on reprend les lieux qui lui sont dédiés, on peut supposer qu'il a touché terre sur la côte nord. Sur la côte nord, il y a deux lieux qui lui sont dédiés. Il y a d'abord la presqu'île nord de l'île de l'île d'Ouessant, où vous avez une chapelle, une fontaine, nom caractéristique des premiers monastères bretons. Et vous avez un autre lieu qui lui est dédié à Plougrescan, et où vous avez une chapelle Saint-Gildas avec un pardon très spécifique. Alors l'île est un peu comme le fort bloqué, elle est séparée du continent à chaque marée, et dans cette île a lieu un pardon aux chevaux, où on distribue du pain béni aux chevaux, qu'on appelle barras en hueltas, et qui empêche toute possibilité de Covid pour les chevaux. Donc c'est garanti sur facture. Alors cette chapelle a une particularité, c'est qu'elle est construite en galets de mer. Je crois que c'est la seule de Bretagne. Donc on peut supposer que ces deux lieux sur la côte nord étaient l'un peut-être une porte d'entrée et l'autre une porte de sortie. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est une carte qui est publiée dans un livre un peu ancien maintenant, qui est Les origines de la Bretagne par Léon Fleuriot. Et là, comme il y avait dans les revues pour enfants, vous aviez des dessins cachés où il fallait relier les chiffres ou des lettres avec un trait. Eh bien, si l'on relie tous les lieux de culte de Saint-Gildas en Bretagne, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des lignes de direction qui apparaissent. Et notamment, il y a une ligne de direction très nette dans la vallée du Blavet. Et après, il y a une autre ligne qui ne est pas parallèle, qui remonte vers le nord et qui se termine justement à Plougrescan, elle s'appelle Saint-Gildas. Donc dans la vallée du Blavet, ce qu'il y a de remarquable, eh bien, c'est la chapelle Saint-Gildas, donc il faut absolument y aller. Donc c'est un abri sous roche plus qu'une grotte, mais quand vous touchez cette roche, eh bien vous êtes greffé vers l'année 550, l'année supposée de son décès. Et donc c'est quand même extraordinaire d'être dans un endroit qui a été habité il y a 1500 ans par un de nos pères fondateurs. Donc il y habitait avec un compagnon qui Bieuzy Biwi, et il y a également aussi une particularité dans cette chapelle, c'est une pierre sonnante. Et donc quand avec une pierre vous tapez, vous avez un son métallique qui apparaît. On dit qu'il appelait à la messe avec cette pierre sonnante. Alors cette pierre était utilisée également lors des pardons autrefois. Les pauvres frappaient cette pierre pour appeler à l'aumône. Donc il y a la fontaine, et vous avez tout un tas de lieux dédiés à Saint-Gildas tout autour.
en remontant vers les sources du Blavet, quand vous arrivez à Laniscat, vous avez une chapelle qui lui est dédiée avec une magnifique fontaine, et au-dessus de cette chapelle, vous avez un synclinal de schiste qu'on appelle Guele San Hueltas, le lit de Saint-Gildas. Donc, je ne sais pas s'il y a dormi, mais vous avez ici une infractuosité dans la roche, et on est sur le chemin de Saint-Gildas. Et après, vous passez à l'horizontale et vous arrivez à la chapelle de Carnouët, qui est dédiée à Saint-Gildas, avec une fontaine qu'on dit qu'elle est d'origine gauloise. Donc voilà un itinéraire sur Saint-Gildas que vous pouvez faire lors des balades d'été. Donc on situe vers 538 l'épisode d'occupation de cet abri sous roche, qui est décrit dans les textes en breton comme Picol Roch. Donc, je sais qu'en Bretagne on boit beaucoup, mais Picol, là dans ce cas-là, c'est un faux ami. Ça signifie énorme.